Bienvenue à l'épisode numéro 10 de Sortir du moule. Aujourd'hui, nous explorons 3 sujets captivants qui façonnent l'avenir de l'industrie de la plasturgie au Québec. D'abord, nous plongerons dans l'écosystème en pleine effervescence de la fabrication additive au Québec et découvrirons comment cette technologie révolutionne la production manufacturière. Ensuite, nous parlerons des divers types d'abrasifs et de leur importance pour les applications industrielles. Choisir le bon abrasif pour chaque projet peut faire toute la différence en matière de performance et de durabilité, et nous verrons pourquoi. Enfin, nous nous intéresserons à la responsabilité élargie du producteur REP, une approche de gestion des déchets adoptée dans plusieurs pays. Nous examinerons les meilleures pratiques internationales et comment elles inspirent les innovations en matière de recyclage. Restez à l'écoute, ces sujets passionnants vous attendent dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Pour cet épisode numéro 10, nous avons le plaisir de recevoir Mme Fanny Charter, coordonnatrice du Carrefour québécois de la fabrication additive, connue aussi sous l'acronyme CQFA. Ensemble, nous allons explorer le potentiel incroyable de la fabrication additive, aussi connue sous le nom de impression 3D, un domaine en pleine effervescence qui transforme le paysage industriel québécois. Alors bonjour Fanny, merci beaucoup d'être avec nous à Sortir du moule aujourd'hui pour nous parler de la fabrication additive. Bonjour Simon, merci de me recevoir aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails, est-ce que ce serait possible de nous donner un bref aperçu de l'écosystème québécois de la fabrication additive et en même temps, quel rôle joue le CQFA dans le développement de cet écosystème? Alors tout d'abord, pour présenter un petit peu l'écosystème de la fabrication additive au Québec, nous avons actuellement 300 acteurs qui œuvrent dans la fabrication additive. Quand je parle de fabrication additive, je parle des procédés comme des matériaux ou tout ce qui peut venir en aval et en amont, tout ce qui est post-production. Donc dans ces 300 acteurs québécois, nous avons les organismes de recherche, donc les CCTT, les universités, et également des PME. Donc, dans les PME, nous avons des PME qui utilisent l'AFA au quotidien, comme nous avons des PME qui sont en phase exploratoire, c'est-à-dire qui envisagent sous peu d'adopter la fabrication additive. Pour décrire un petit peu encore l'écosystème, la moitié des entreprises se situent dans la grande région de Montréal, donc ce qui représente quand même un bon chiffre. Près d'un tiers œuvrent dans le secteur aéronautique et dans l'aérospatial. Mais la fabrication additive est également adoptée par d'autres entreprises qui œuvrent dans le domaine de la santé, de la construction, de l'électronique ou par exemple de l'énergie. Pour parler du CQFA, alors le CQFA est né en 2022, juin 2022. Alors c'est une initiative de Prima Québec, donc le CQFA est propulsé par Prima Québec. Il est soutenu par des membres, mais également différents comme partenaires comme Développement économique Canada, le gouvernement du Québec, le groupe industriel R&D Metaltech, donc qui est issu du CNRC à Boucherville, le Centre métallurgie du Québec, donc CMQ, et Investissement Québec, et enfin un cabinet d'avocats qui est l'AVRI. Donc nous visons à renforcer l'écosystème de la fabrication additive au Québec. Nous mettons en valeur les différents acteurs sur notre plateforme web. Nous parlons de l'actualité, des différents contenus scientifiques, comme nous parlons des procédés, des matériaux utilisés. Les équipements à disposition sont également mis en valeur. Donc, une entreprise qui veut utiliser une certaine technologie peut consulter notre site web et voir quelle organisation de recherche présente cette technologie. Nous avons également les différentes aides financières disponibles pour les entreprises et les formations, donc les courtes formations qui sont données par les cégep ou des formations universitaires plus complètes. Donc, ça fait à peu près le tour du CQFA. Pour faire une parenthèse également, nous organisons des visites industrielles ou des webinaires pour inciter les entreprises à adopter la technologie. Donc, un écosystème assez vaste, assez large, qui englobe beaucoup de types d'organisations, vraiment intéressant. Puis, je pense que ça permet d'avoir une bonne synergie puis d'aider au développement de cet écosystème-là. Et au niveau de la fabrication additive, qu'on va appeler aussi impression 3D, comment ça représente une opportunité stratégique pour les entreprises manufacturières au Québec, en particulier pour celles qui sont dans le secteur des polymères? Tout d'abord, je vais mentionner que la fabrication additive présente divers avantages. Dans un premier temps, elle permet de fabriquer des pièces présentant une certaine complexité géométrique. Donc ça, c'est aussi valable pour les polymères que les métaux. Elle permet de valider une preuve de concept, de limiter les opérations d'assemblage, par exemple, qui sont occasionnées par d'autres procédés comme le moulage ou l'injection.
et de produire rapidement des pièces. Donc, répondre à des délais exigeants en termes de production. Pour ce qui est du secteur des polymères, alors, on va noter d'abord que les imprimantes 3D, le coût est devenu fortement abordable et tend à diminuer. Il permet donc de concevoir, comme je disais, des pièces de géométrie complexes. Et enfin, nos groupes de recherche travaillent activement avec le développement de nouveaux matériaux. Donc, on a des nouveaux matériaux haute performance, notamment des polymères, qui permettent de concevoir des pièces répondant à certains requis mécaniques avec un allègement de la structure. Je vais mentionner que l'impression 3D est fortement utilisée au Québec dans le secteur de la santé, notamment pour concevoir des prothèses de hanches ou de genoux personnalisées. Donc là encore, on va mettre l'accent sur la personnalisation des pièces. Et cette technologie est également utilisée dans l'aéronautique ou le secteur automobile, notamment pour concevoir des pièces intérieures de véhicules. Donc encore des propriétés mécaniques exceptionnelles et des pièces légères. On voit qu'il y a vraiment une grande possibilité de pièces, là, surtout dans le domaine médical. Je pense que ça ouvre la porte à beaucoup de possibilités. Est-ce qu'il y a des défis techniques et économiques pour les entreprises québécoises qui s'intéressent à la fabrication additive? Bon, tout à l'heure, j'ai mentionné que le prix des imprimantes 3D tendait à diminuer. C'est vrai que c'est encore assez onéreux pour certaines entreprises peut-être d'investir dans cette technologie. Par contre, au niveau des défis techniques, il y a des problèmes au niveau peut-être de la porosité de certaines pièces. Mais là encore, les groupes de recherche travaillent activement à résoudre cette problématique. Notamment, je pense à Coalia qui a développé une tête d'impression justement pour réduire les problèmes de porosité et avoir des pièces répondant aux requis. Malgré les défis techniques et économiques, là encore, je dois dire que le gouvernement du Québec investit énormément ou apporte énormément d'aide financière aux entreprises, tout ce qui est côté innovation. Et aussi, il met l'emphase sur les projets de collaboration avec des groupes de recherche et les supporte financièrement. Donc, même si les imprimantes demeurent relativement chères, il y a toujours la possibilité de collaborer avec des groupes de recherche. Dis-moi, Fanny, le CQFA, comment il peut accompagner les entreprises dans justement l'adoption de ces technologies-là pour pouvoir faire une transition harmonieuse? En fait, notre mission CQFA est, comme je l'ai mentionné tantôt, d'inciter les entreprises à adopter la fabrication additive. Donc, le CQFA met l'emphase sur les avantages qu'offre cette technologie et nous aidons également les entreprises à trouver différents partenaires de recherche ou différentes PME avec qui elles pourraient collaborer pour monter des projets ou les aider dans tout ce qui est impression. Depuis sa création en 2022, le CQFA a constaté que les entreprises tendaient progressivement à adopter la fabrication additive. Tous les jours, je vois de nouvelles entreprises apparaître dans notre écosystème. Alors, ça peut être aussi bien pour produire des pièces, mais on doit également noter que des entreprises ont des imprimantes en 3D. Ça peut être pour la production à l'interne d'outillage, ça peut être pour réparer des pièces. Donc, cette technologie a vraiment des avantages et c'est ce que nous cherchons à faire connaître auprès de l'écosystème. Et justement, on parle beaucoup d'innovation. Comment la fabrication additive peut-elle contribuer à l'innovation, surtout dans l'industrie des polymères? Est-ce qu'il y a certains types d'applications qu'on voit émerger actuellement grâce à cette technologie? Là encore, je vais revenir sur le domaine de la santé et je vais passer un petit peu les frontières pour aller en France. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais le CHU de Brest, donc qui est situé en France, a développé une plateforme d'impression 3D. Donc, ils sont dotés de 9 imprimantes 3D vraiment dédiées au secteur médical. Ils ont réalisé 85 projets depuis le début de l'année, soit depuis début 2024. Et ça peut être aussi bien pour concevoir des pièces comme des prothèses de hanches, des prothèses de genoux, des os, des valves cardiaques. Donc, l'innovation au niveau des polymères, je la vois vraiment dans le secteur de la santé. Bien entendu, ça peut aussi couvrir l'aéronautique et l'aérospatiale, mais la santé est vraiment un domaine sur lequel nous devons mettre l'emphase au Québec et ailleurs. C'est là qu'on voit qu'il y a la plus grosse croissance, même si dans plusieurs secteurs, il y a une adoption de la technologie de plus en plus importante. Ça serait effectivement le domaine de la santé qui a le plus grand potentiel puis qui l'adopte à une plus grande vitesse. Puis je pense que ça peut solutionner beaucoup d'enjeux aussi ou de problématiques. Puis d'entendre que des hôpitaux ou des centres hospitaliers ont des imprimantes 3D. Probablement que ça permet aussi d'être capable de fabriquer les prothèses vraiment propre aux besoins du client en fonction des mesures, des analyses qu'ils ont faites là, de l'endroit. Fait que c'est vraiment intéressant. Ça permet d'avoir des pièces adaptées pour chaque patient. Et maintenant, si on regarde du côté durabilité, économie circulaire, est-ce que la fabrication additive va offrir certains avantages pour le secteur des polymères au Québec? Alors,
Comparativement aux procédés traditionnels, la fabrication additive nécessite moins de matière, donc de polymères, de matériaux. Donc les pertes sont moindres. De plus, la fabrication additive permet de produire à la demande et localement. Donc ça réduit l'empreinte écologique liée au transport de marchandises. Et enfin, je vais encore revenir au groupe de recherche québécois, notamment les universités. Actuellement, ces groupes de recherche travaillent beaucoup sur le recyclage des polymères, donc ça ouvre la voie aussi à leur utilisation dans la fabrication additive. Vraiment intéressant. Puis, je pense que quand on parle d'éco-conception, il y a toujours la notion d'utilisation restreinte ou de diminuer la quantité de matière. Donc, avec la fabrication 3D, on est directement là-dedans. C'est vraiment intéressant. Et si on fait un peu une synthèse là, du travail du CQFA, quelles sont les prochaines étapes pour vous dans le soutien et le développement de la fabrication additive? Et est-ce qu'il y a des collaborations avec l'industrie des polymères qui sont prévues pour renforcer encore plus l'écosystème que vous avez développé au fil des ans? Dans un premier temps, nous allons poursuivre notre mission qui est d'inciter les entreprises à adopter l'AFA. Donc, pour ce faire, nous allons continuer d'alimenter notre plateforme en contenu technique, organiser des visites industrielles et des webinaires sur les procédés de fabrication additive et autres. Nous nous impliquons également, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a eu une conférence en AFA en 2023 à TED for Minds. Donc, nous poursuivons cette collaboration avec DCCTT pour organiser une prochaine conférence en automne 2025, donc sur la FA. Le lieu reste encore à définir. Nous nous impliquons également dans la mise en place de formations avec des cégeps, donc des formations AFA dédiées justement aux industriels. Et enfin, en termes de collaboration, nous sommes actuellement pour parler avec des organisations françaises pour mener des collaborations. Donc, pour parler, ça devrait se concrétiser dans les prochaines semaines. Donc, vous verrez d'ici quelques semaines un communiqué de presse apparaître à ce niveau. Ben, je pense que c'est un avenir prometteur encore pour le CQFA. Vraiment intéressant. Merci beaucoup, Fanny. Et puis, on se reparle très prochainement pour une mise à jour, j'en suis certain. Merci à toi, Simon. C'était Fanny Charter, coordonnatrice du Carrefour québécois de la fabrication additive. Accueillons maintenant M. Nicolas Trudeau, représentant technique pour les Abrasifs EA, une entreprise spécialisée dans les solutions abrasives pour de nombreux secteurs industriels. Avec lui, nous allons démystifier un sujet qui semble simple mais qui peut être complexe à la fois, mais surtout un sujet prometteur de rendement lorsque l'on s'intéresse à l'optimisation de l'usage des abrasifs pour améliorer les performances et l'efficacité en production. Bonjour Nicolas et bienvenue à Sortir du moule. Ça me fait vraiment plaisir, Simon. Merci de me recevoir aujourd'hui. Tout le monde connaît un peu les différents outils pour faire du ponçage, du polissage, de l'abrasion, que ce soit une meule ou des différents autres outils, mais souvent, on laisse tomber un peu le côté grain. Les gens ne connaissent pas tous les types de grains, les types de matériaux qui viennent constituer ces outils abrasifs-là. Est-ce que ce serait possible de nous démystifier un peu quels sont les différents types de matières, de grains qu'on retrouve? Ben oui, certainement. Dans le fond, souvent, qu'il y a une croyance qu'on voit dans le marché, si je peux dire, c'est que les gens croient que l'abrasif, ça vient d'une façon naturelle. Dans le passé, l'abrasif, oui, c'était récupéré dans des carrières, c'était tamisé, c'était fait de façon vraiment manuelle, je dirais même archaïque. Mais maintenant, il faut savoir que tous les grains abrasifs sont fabriqués synthétiquement. C'est fabriqué par l'homme. C'est des recettes de minéraux avec des bactéries. C'est bien précis pour aller chercher différents types. Puis oui, ça va me faire plaisir de passer à travers. Dans le fond, ce que je ferais peut-être, c'est de présenter les 4 ou les 5 abrasifs les plus populaires qu'on va retrouver dans le marché, puis donner un petit peu dans quel genre de secteur d'activité on devrait les retrouver. C'est bien parfait, allons-y comme ça. Allons-y comme ça. Bon, mais à la base, il y a l'oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium, c'est un abrasif, comme je dis, de base, qui est d'usage général. On va le retrouver beaucoup pour des applications où est-ce que la matière qui devra être altérée ou sablée, c'est une matière qui est relativement molle ou qui ne nécessite pas un taux d'enlèvement incroyable. Je parle de l'industrie du bois, je parle peut-être des matériaux composites aussi pour certaines applications, mais c'est un abrasif qui est de base. Ensuite, si on va au deuxième abrasif, si on y va en échelon comme ça, le deuxième abrasif, je dirais que c'est le zirconia alumina, que souvent on va le retrouver, la couleur du papier sablé va être bleue. C'est un peu une loi non écrite dans le marché de l'abrasif. Donc, quand on voit des papiers abrasifs bleus, souvent on va dire que c'est zirconia. C'est un abrasif qui est extrêmement tranchant, qui est dur à briser. Puis quand je dis briser, c'est ça la propriété première d'un abrasif, c'est quand on est capable de le briser, on déploie des arêtes tranchantes nouvelles, donc la durée de vie est augmentée. On va retrouver ça dans les applications d'acier, de stainless. C'est un abrasif qui est très durable quand il est utilisé de la bonne façon. Ensuite, on peut aller avec un abrasif un peu plus connu peut-être, qui est la céramique. Il y a des très grandes entreprises qui se font un devoir d'avoir des céramiques de qualité. C'est incroyable ce qu'ils réussissent à faire. L'abrasif, c'est un grain, imaginez-vous
une pierre, disons, qui est préfragmentée, que toutes les arêtes sont déjà disposées à travailler. Il suffit d'une bonne pression. Le taux d'enlèvement est très, très élevé. On va retrouver ça dans tous les types de plus en plus. On va le voir dans le composite, on va le voir dans l'acier, dans le stainless, dans les forges. C'est un abrasif vraiment très, très, très performant. Ensuite, on a un abrasif de spécialité qui est le silice de carbure, que ça, j'imagine, on va avoir la chance d'en parler un peu plus parce que c'est un abrasif qui est très utilisé dans les matériaux composites plastiques, même dans la finition, au nettoyage de moules aussi. Cet abrasif-là, on peut le comparer à des éclats de verre. Au lieu d'être un peu comme une pierre, c'est vraiment des éclats de verre. Donc, c'est extrêmement tranchant, mais extrêmement friable. Donc, pour un matériel qui a besoin de le moins de chaleur possible, comme, mettons, le composite ou les plastiques, c'est résineux, c'est un matériel qui peut aller gommer dans l'abrasif. On va aller chercher un abrasif qui va se briser ou qui va s'altérer plus rapidement. Donc, il va déployer, comme je disais tantôt, on a besoin de moins de pression, on va déployer des arêtes tranchantes pour travailler. Et puis, les stries de sablage sont extrêmement rapprochées avec ce genre d'abrasif-là. Donc, ça donne une finition vraiment très, très haut de gamme. Puis, ben, c'est sûr qu'on peut parler des super abrasifs. Là. Juste pour en nommer un, on a le diamant qui est le grain abrasif, encore une fois, qui est fabriqué synthétiquement. On prend pas les bagues de nos conjointes pour fabriquer de l'abrasif. Les madames n'iront pas se faire des bijoux avec ça, là. Non, effectivement, Simon, non, les madames ne feront pas ça. C'est pas très beau à l'œil, en fait, mais les propriétés sont les mêmes. C'est un abrasif qui est super dur, extrêmement, extrêmement dur à briser. Qui va avoir une durée de vie incroyable, mais encore une fois, il faut l'utiliser dans les bonnes circonstances. Donc, c'est un peu ça pour, au niveau technique des grains abrasifs, ça peut être surprenant, mais c'est tout fabriqué par l'homme. En passant, on parle de madame avec les diamants, mais ça peut être les messieurs aussi, là. Des fois, il ne faut pas être sexiste. Non, jamais. Écoute, là, on a une vaste gamme de types de matériaux avec différents usages, puis je trouve ça intéressant le point que tu apportes au niveau de la matière qui est issue du verre, parce qu'effectivement, les plastiques, c'est des thermoplastiques, donc c'est des matières qui sont manipulées ou moulées à la chaleur. Donc, si on vient briser notre matière avec de la chaleur, c'est pas l'idéal. Donc, d'avoir des alternatives qui permettent d'être assez efficaces en termes d'abrasion, mais sans venir altérer le polymère, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais comment on choisit justement le bon abrasif? Comment on réussit à déterminer parmi toute cette gamme-là? Et je présume même que dans l'abrasif que tu as cité à partir de verre, qu'il y a différents grades ou il y a différents sous-produits. Comment on va se démêler dans tout ça? Ben écoute, Simon, dans le fond, c'est sûr que chaque application mérite qu'un technicien vienne voir exactement c'est quoi, quel genre d'outil va être utilisé, c'est quoi la pression qu'on va mettre sur cet abrasif-là, c'est quoi le taux d'enlèvement qu'on a besoin, quel genre de fini on recherche. Il y a tellement de variantes que chacun des projets devient un peu un projet personnalisé. Mais après ma barre, je peux dire que le silice de carbure, si on veut rester dans ça, les propriétés du silice de carbure sont vraiment intéressantes et impressionnantes pour les matériaux composites, pour les polymères, pour les plastiques, etc., etc. Comme je disais, ça va donner un taux d'enlèvement qui est extrêmement haut. On n'a pas besoin de mettre une aussi grande pression sur les outils, moins de chaleur, moins de distorsion. Ça restreint beaucoup les contraintes ou les concentrations de contraintes quand on va sabler avec ce genre d'abrasif-là dans le domaine des composites. Définitivement, le silice de carbure, je crois que au niveau du grain, on peut retrouver du grain 36, 40, jusqu'à des grains extrêmement fins comme du 800 puis du 1000, 1200. On peut l'avoir encore dans des grains, on appelle ça la micro-finition, jusqu'à des 12 000, 20 000, 30 000. C'est plus doux qu'une feuille papier, là, une feuille lignée que les enfants font les devoirs dessus, là. Donc, ça dépend vraiment de chacune des applications, mais le silice de carbure est renommé pour sa finition extrême, puis ça va rester comme ça pour des années, je crois. Si on résume, on est loin du département des papiers sablés, du grande surface du coin, là. On est vraiment dans les produits de spécialité. Puis il ne faut pas seulement aller regarder le type de surface qu'on veut travailler, mais justement les outils, la méthodologie, la méthode de travail, pour être sûr d'avoir le bon produit pour la bonne application avec tous les autres paramètres qui sont pris en compte. Donc, on oublie la grande surface, puis on s'adresse à des experts. Et si justement on veut préserver aussi notre outillage ou même ces abrasifs-là, parce que je présume qu'on parlait d'usure, est-ce qu'il y a des méthodes de travail à prioriser pour éviter qu'il y ait une usure trop rapide de ces outils-là ou de ces papiers ou matières abrasives-là? Oui, souvent, on va voir que les employés dans les usines ou les gens de production vont essayer d'aller chercher le meilleur abrasif, l'abrasif le plus dur, l'abrasif le plus durable. Mais au bout de la ligne, il y a une équation qui est super importante là-dedans. Il faut avoir le bon abrasif, c'est sûr, mais il faut aussi avoir le bon outil, puis le bon opérateur ou la bonne façon de procéder. Quand je parle du bon outil, c'est que je peux amener un produit abrasif, disons en céramique, qui présentement est un des produits qui offre les meilleurs taux d'enlèvement puis qui offre la meilleure performance. Mais si on le joint avec un outil pneumatique qui manque d'air,
on est dans on va se projeter dans une usine où est-ce qu'il y a plusieurs employés, le système d'air est un peu plus vieux, il y a des améliorations à faire, excuse-moi, qui n'ont pas été faites. Mais s'il manque d'air sur ce produit-là, la céramique va jamais réussir à performer. Donc, c'est une équation qui est très, très importante et c'est super en lien. Fait on peut aller chercher, comme je disais, la Cadillac peut-être des produits abrasifs, mais ça va nous prendre un outil vraiment performant puis qui va répondre aux besoins de cet abrasif-là. Parce que non seulement, nous, on a des attentes, les employés ou les opérateurs, les usines qui utilisent des abrasifs, ils veulent avoir la meilleure chose, le plus vite, le meilleur, le plus durable. Des fois, il faut faire des compromis. Des fois, il faut investir ailleurs que seulement sur l'outil abrasif qui est appliqué sur l'outillage, que ce soit une meuleuse à angle électrique ou que ce soit un outil pneumatique qui va être utilisé, des sableuses orbitales, etc., etc. Il faut aller chercher le meilleur outil pour le meilleur abrasif. Puis des fois, nous, comme spécialistes, on est contraints de faire, je sais que vous voulez utiliser la meilleure céramique qui existe. Malheureusement, ce que je vois présentement, ça ne vaudra pas la peine. On ne sera pas capable d'aller chercher le maximum. Vous allez payer très cher pour un abrasif qui va vous donner 25, 30, 40% de vie. En fait, si on cherche à quantifier tout ça. Fait que, encore une fois, l'équation abrasif, outil et opérateur, application, ça c'est à regarder tout ensemble. Et si on regarde avec la compétitivité mondiale, là, tout ce qui s'en vient un peu partout, puis les autres entreprises ailleurs qui essaient toujours de gagner en performance, il faut être de plus en plus performant nous aussi. C'est quoi les tendances qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies qui pointent? Est-ce qu'on peut déjà commencer à voir venir des nouvelles façons de faire, des nouveaux produits qu'on devrait surveiller? Est-ce qu'il y a de l'innovation dans ce domaine-là? Oui, certainement, il y a toujours de l'innovation. C'est surtout au niveau des super abrasifs. On a parlé un peu, dans le fond, sur les grains plus conventionnels, pour pas me répéter, mais la céramique, c'est un grain qui est extrêmement durable, qui est bon. Silice de carbure, c'est un grain niché qui est pour des applications précises. Mais on peut pas passer sous silence le diamant qui, présentement, sous toutes ses formes, est en train de changer un peu le visage du secteur abrasif. Dans le passé, le diamant était appliqué d'une façon qu'on appelle électroplaqué, qui est encore une façon standard. Donc, tu sais, l'abrasif est appliqué avec des couches de nickel sur un body, mais si je peux franciser ça, je dirais sur une roue ou sur un outil en acier. Donc, on va plaquer le diamant avec des couches de nickel pour le retenir, ce qui fait qu'on cache le grain abrasif. Donc, c'est bon pour je dirais, des produits abrasifs tout usage, de la meule à couper, de grands diamètres, des produits très standards. Mais quand on parle de produits, mettons, si on retourne un peu dans notre sujet aujourd'hui, qui est composite, polymère et plastique, définitivement, il y a une façon maintenant qu'on appelle le PBS, qui est le diamant est appliqué d'une façon braisée avec, on va dire, vacuum ou comment je pourrais bien dire ça? Je ne sais pas si j'ai un bon mot, là, mais sous vide, effectivement. Merci, Simon. Fait qu'on va utiliser, dans le fond, une façon, avec une application sous vide, de braiser le diamant sur les pièces d'acier. Donc, on a besoin de moins de nickel pour aller fixer le diamant à la base. Donc, le grain est plus déployé à travailler, plus disposé à travailler et va durer plus longtemps parce que, justement, il est plus à découvert, donc il va être tranchant plus longtemps. C'est une technologie qui est... ça fait quelques années déjà, mais c'est une technologie qui est un peu plus coûteuse. C'est dur de montrer, mais la plupart du temps, quand on peut faire une étude de cas et démontrer la productivité de ce genre d'abrasif-là, ça fait toute la différence. Ça, c'est sans oublier le carbure aussi, le PCD, qui est du polycristallin de diamant, qui est une autre variante de grain de diamant. On pourrait aller dans les détails de ça peut-être dans un autre balado parce que ça devient encore plus technique. Mais oui, le diamant haut la main, c'est le futur, je crois, pour tout ce qui est application dans notre secteur d'activité aujourd'hui. Et au-delà des plastiques et composites, on a tous ceux qui font la fabrication des outillages ou surtout des moules. On a parlé avant d'entrer en onde, justement, que c'est des produits assez particuliers de niche ou de procédés particuliers qu'on parlera dans un autre épisode. Mais peut-être pour question de juste d'orienter les auditeurs, pourquoi justement que c'est des produits différents? En fait, quand on a besoin, quand la pièce sort du moule, ce qu'on veut à la base, c'est d'arranger les arêtes, c'est de couper, c'est de percer, c'est de sabler, de finir la pièce en composite. Ça, on va avoir besoin d'un abrasif qui va aller enlever du matériel, puis qui va aller faire du nivelage, qui va aller faire une finition précise. Le moule en tant que tel, lui, lorsqu'il a été utilisé, c'est pas qu'il a besoin d'être sablé, c'est qu'il a besoin d'être nettoyé. Donc, quand on va utiliser un abrasif pour ça, c'est sûr que ça va être un abrasif dans des grains beaucoup plus doux parce qu'on veut garder les rayons, on veut garder tous les détails de ces moules-là parce que pièce après pièce après pièce, on veut que les pièces soient toujours identiques, toujours standards. Donc, c'est un abrasif plus délicat. Ça va être des produits qu'on va appeler en nylon abrasif, nylon extrudé.
On peut dire Scotch-Brite, je pense qu'il y a bien des gens qui vont comprendre là, si ils écoutent le balado aujourd'hui. Oui, ça se réfère à un peu de nos produits de cuisine. Oui, exactement, mais c'est des nylons extrudés, en fait. Les SOS là, ou les papiers, les tampons verts qu'on utilise là, pour nettoyer la vaisselle ou les lavabos, ben, c'est des extrusions de nylon sans abrasif. Donc là, c'est pour ça qu'on l'utilise dans ces applications-là, c'est sûr. Mais on peut faire des extrusions avec différents types de grains abrasifs. Encore une fois, céramique, silice de carbure, oxyde d'aluminium à petite échelle dans l'extrusion de nylon. Ça va nous permettre d'aller nettoyer des surfaces d'aluminium, de stainless, de métal, comme des moules. Puis ça va pas altérer les rayons puis les détails qu'on a besoin de garder pour la conformité des pièces. Et au-delà des moules pour les pièces composites, ben, on pourra discuter aussi dans ce prochain épisode. Et même peut-être ce sera un autre épisode parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Mais les moules, justement, qui sont fabriqués pour faire de l'injection de plastique où ça requiert un polissage qui est miroir ou qui est vraiment sans aucune aspérité ou imperfection, ça va demander des outils bien particuliers. Donc, on en reparlera. On invite les gens à nous suivre pour le prochain épisode où on pourra approfondir encore plus le monde des abrasifs qui est vraiment complexe. Puis je pense que ça vaut la peine pour les manufacturiers de s'intéresser aux différents produits qu'il y a et les bonnes applications pour tirer le maximum profit. Eh bien, merci beaucoup, Nicolas. On se reparle très bientôt. Merci, Simon. Bonne fin de journée. C'était M. Nicolas Trudeau, représentant technique pour les abrasifs EA. Je voudrais prendre quelques minutes de ce balado pour vous parler de la responsabilité élargie du producteur REP et les bonnes pratiques internationales. Il y a un article dans le bulletin Vecteur Économie et Innovation publié par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie qui a partagé un article qui s'intitule « Études comparatives sur la responsabilité élargie du producteur » qui est fort intéressant et qui permet de mettre en perspective cet outil, si on peut dire légal ou économique ou socio-économique, de réussir à faire des grandes choses pour aider au recyclage, à la récupération des matières, notamment les plastiques. Donc, si on regarde plus précisément, la responsabilité élargie du producteur, ou REP, c'est en fait une politique environnementale qui vient concrétiser le principe du pollueur-payeur. Et là, faisons attention, le pollueur doit le prendre dans un sens assez spécifique là, aux politiques environnementales, parce qu'on comprend bien que souvent le pollueur n'est pas le manufacturier ou celui qui fait la commercialisation du produit, mais bien celui qui en dispose d'une manière inappropriée, bien entendu, dans l'environnement. Donc, c'est plus le principe du producteur-payeur, on devrait dire. Et ça vient placer la responsabilité de la gestion des déchets directement entre les mains des producteurs, ce qui va amener à prendre en charge les coûts et la logistique nécessaires pour prévenir, réduire et recycler les déchets qui sont générés lors de la fin de vie d'utilisation de ces produits-là. Donc, l'objectif est bien simple, c'est d'amener ceux qui produisent à assumer la fin de vie de leurs marchandises pour limiter ainsi l'empreinte écologique et stimuler l'innovation en matière de recyclabilité. Pour évaluer l'efficacité et la diversité de cette approche, la Direction générale du Trésor en France a demandé à plusieurs pays, dont la Suisse, la Corée du Sud, la Slovénie, l'Autriche, le Japon et la Norvège, de fournir des rapports sur leur propre système de REP. Et cette analyse-là a permis d'envisager, de commencer à étudier des solutions novatrices et aussi de mieux comprendre les défis auxquels chaque pays est confronté en matière de gestion des déchets. Donc, il y a différents modèles de REP qui sont adaptés au contexte national selon les pays. Ainsi, chaque pays a développé ses propres mécanismes spécifiques et des responsabilités à appliquer selon les besoins et la réalité économique de leur pays. Donc, en Suisse, par exemple, la REP repose sur des contributions proportionnelles au coût du recyclage et a développé aussi un solide réseau national de points de collecte. La Corée du Sud, elle, a mis en place des éco-contributions qui sont modulées selon la recyclabilité des produits. Ils ont même ajouté un étiquetage clair et des systèmes de dépôt pour encourager un tri efficace. Le modèle de la Corée du Sud a notamment permis à la filière des emballages en plastique de réduire de 40% le volume de bouteilles difficiles à recycler. Dans le cas de l'Autriche, ce pays utilise des incitatifs et des sanctions pour favoriser la conformité, tout en encourageant la concurrence entre filières pour réduire les coûts liés aux objectifs environnementaux. Le Japon, lui, de son côté, impose des obligations de réduction, de réutilisation et de recyclage et ajuste régulièrement sa politique pour atteindre ses objectifs de durabilité. On a la Norvège, elle, qui, par une collaboration étroite entre éco-organismes et producteurs, va assurer une gestion efficace, bien qu'il y a des défis qui persistent, comme le vol de déchets,
qui permet d'avoir une gestion efficace là, des matières premières là, à récupérer. Donc, innovation et bonnes pratiques permettent une REP efficace et on le voit par ces exemples que bien que la REP soit universelle dans son objectif, qu'elle est mondiale, bien qu'elle soit flexible dans sa mise en œuvre, on a par exemple la Suisse qui, elle, dispose d'organisations de recyclage comme on pense à PET Recycling, qui, elle, en plus de collecter des contributions qui sont basées sur les coûts, va entretenir un réseau de points de collecte tout en réduisant les émissions de CO2. On a la Corée du Sud, elle, qui se distingue par un partage clair des responsabilités, facilitant le tri et la collecte. L'Autriche amène la concurrence entre filières à pousser l'atteinte des objectifs environnementaux à un moindre coût, tandis que le Japon, lui, évalue et adapte ses politiques pour assurer une amélioration continue. Enfin, la Norvège, elle, clarifie les obligations des producteurs et va adapter sa législation aux directives européennes, bien que, bien entendu, elle reste vigilante face aux défis de conformité. Donc, en conclusion, la responsabilité élargie du producteur est bien plus qu'une simple obligation réglementaire. En incitant les producteurs à assumer les coûts et les responsabilités de la gestion des déchets, la REP ouvre la voie à des innovations et améliore l'efficacité des systèmes de recyclage. Cependant, comme on le voit, chaque pays adapte cette politique à ses réalités propres, qui rend les comparaisons difficiles, mais permet quand même de dégager des pratiques inspirantes pour optimiser la gestion des déchets. D'ailleurs, le Québec ne fait pas exception à la règle. La province s'est dotée, il y a quelques années de ça déjà, quelques REP dans différents secteurs économiques. Et ces REP sont sous la gestion d'organismes tels que Éco-Entreprise Québec et depuis plus récemment au niveau des pellicules agricoles via AgriRécup. Nous aurons sûrement l'occasion de pouvoir discuter plus amplement du sujet avec ces organismes lors d'un prochain épisode. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et à sortir du moule. N'oubliez pas de partager cet épisode, de cliquer j'aime et de vous abonner à notre balado. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je suis Simon Chrétien et c'est un plaisir de partager ce moment avec vous. À la prochaine sur Sortir du moule. Pour joindre la communauté de l'industrie des plastiques et des composites du Québec, visitez dès maintenant le portail polymerquebec.com.